Bienvenue, aujourd'hui j'ai le plaisir, l'immense joie de recevoir deux personnes que vous connaissez déjà puisque ce sont des personnes qui représentent l'association de défense des libertés fondamentales. C'est pas la seule, et une des associations qu'on préfère évidemment. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été parmi les premiers à se lever durant la période douloureuse que nous avons connue pendant la crise sanitaire, une période dont, vous savez, la plupart, la très grande majorité de nos libertés fondamentales ont été abolies, ont disparu totalement. Pourquoi ? Eh bien, parce que on a besoin de motiver davantage. Alors restez bien jusqu'au bout, on a pas mal de choses à voir avec vous lors de cette émission spéciale. Pensez à vous abonner, vous êtes plus de 50% à voir nos vidéos et pourtant à ne pas être abonné. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé, posez vos questions, évidemment on sera un plaisir d'y répondre et surtout partagez, diffusez ce genre d'émissions, vous ne les trouverez pas sur les chaînes du service public. Pourtant, vous verrez, il y a beaucoup de choses extrêmement intéressantes qu'on va voir sans plus attendre. Alors, je vous propose, messieurs, si vous voulez peut-être vous présenter rapidement aux personnes qui ne vous connaissent pas, pour la très grande majorité. Vous avez déjà eu le plaisir d'intervenir sur la chaîne, mais malheureusement, c'est pas des vidéos qui ont percé, qui ont fait des millions de vues. Donc on peut, je pense, rappeler qui vous êtes, ce que vous faites, et ensuite on commencera cette émission. On commence par toi, Manu ? Allez, ça marche. Emmanuel Astenouze, j'ai 53 ans. J'ai un fils, je suis séparé. Que dire de plus ? Je viens de l'univers du contrôle de gestion, l'univers impitoyable. La DLF, donc, j'y suis depuis le début. Depuis 2021, finalement. 2021, c'est donc, ça. Tu as été président de la DLF pendant 2 ans. Voilà, j'ai été président, là je suis trésorier maintenant. Et président, j'ai pris la suite de Jacques Fouillet en 2023. Voilà. Jacques, qu'on salue évidemment. On aura le plaisir, je pense, de recevoir également sur la chaîne. On l'a déjà reçu, mais ça sera l'occasion de le recevoir de nouveau. Très bien. Merci beaucoup, Manu. Jean-Paul ? Eh oui, et bonjour tout le monde. Je m'appelle Jean-Paul Bidault. Alors, je viens d'un autre univers qu'Emmanuel. Je suis musicien, voilà, artiste musicien. Je joue du violoncelle. Voilà, la crise entre guillemets Covid, moi d'être enfermé chez moi, ça ne me convenait pas. Je voyais pas le sens à cette histoire. Je le vois toujours pas. Voilà, je suis père de famille, j'ai eu des enfants. Et puis en gros, après, on va pouvoir parler de la DLF maintenant. On va pouvoir parler de la DLF. Bon, super. Merci pour cette présentation, messieurs. Maintenant, on voit un peu plus qui vous êtes aujourd'hui. Peut-être précision, vous êtes le président de la DLF. Actuellement, c'est moi. Voilà. C'est vous, le président de la DLF. On rappelle, le président de l'association, c'est celui qui est capable de décider, dans une très grande majorité de cas, de ce que l'association peut faire, va faire. Voilà. Oui. Donc, c'est quand même un rôle qui est engageant. Voilà. Et en gros, je décide en ayant discuté avec mes amis. Évidemment, c'est... Et y compris les adhérents, les sympathisants. Voilà. Donc, on essaye de faire tous ensemble. Et c'est vrai que c'est le président qui signe, en gros, quand il y a un ordre à donner. Non, mais c'est important de le rappeler. Pourquoi l'association de défense des libertés fondamentales ? Par qui voulez-vous commencer, messieurs ? Pour quelles raisons, à un moment donné, on s'est retrouvés là ? Tout à l'heure, avant l'émission, on parlait de taper sur des casseroles dans la rue. Est-ce qu'on peut revenir sur cet épisode où, finalement, vous vous êtes rencontrés la première fois et vous n'aviez pas forcément su à ce moment-là, de suite, que peut-être vous ayez forgé une partie de votre destin ensemble. Oui, c'était il y a un peu plus de 4 ans. En 2021, donc à la date à laquelle on fait cette émission, ok ? Voilà, c'était en 2021, même peut-être on s'est vu la première fois en 2020, une manifestation un soir de confinement. Une manifestation non autorisée ? Interdite. On le rappelle. Et ça, c'est effectivement, on a déambulé dans les rues de Montpellier, on était une 50aine de personnes, ça faisait un peu de bruit, les gens ouvraient leurs fenêtres, qu'est-ce qui se passe ? Et puis à la fin, ça s'est terminé qu'on a vu des cars de CRS, alors là, on est quand même partis. Alors les CRS ne vous ont pas chargé. Ils n'ont rien fait, ils étaient au loin, mais voilà. C'était Et en fait, après, on a eu l'idée que pour mener des actions, il fallait rassembler notamment de l'argent pour pouvoir payer des avocats. Parce que les actions principales de la DLF... Vous vouliez faire des actions juridiques, des actions qui étaient légales. Parce que là, effectivement, on était dans l'illégalité, si je comprends bien. Oh là là, mais il y a prescription.
Enfin, j'espère. C'était quoi, Jean-Paul, le but finalement d'aller dans la rue et de braver l'interdit qui était de rester confiné à la maison? Pourquoi ça en fait? Alors déjà, pour démontrer que ça ne servait à rien. Et peut-être une façon de montrer aux gens que c'était pas dangereux de braver l'interdit et que si tout le monde avait bravé l'interdit serait tombé naturellement, si on peut dire. Pourtant, je me fais l'avocat du diable, volontairement, voyons. mais pourtant, ces mesures de confinement étaient justement décidées afin de permettre d'endiguer l'épidémie. Voilà. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas adhéré à ce discours? Il y a plein de... D'abord, moi, j'ai jamais eu peur de la grippe. Cette histoire ça nous est apparu très vite que c'était quand même un peu incroyable. Et assez vite, comme on avait du temps à la maison, on s'est mis à piocher les documents. Et en fait, avant 2020, le confinement était la pire chose à faire en cas d'épidémie. C'était contraire à toutes les règles. Donc on s'est dit, si ça change comme ça d'un jour à l'autre, ça va pas. C'était le premier réflexe. Et en fait, ça a continué. On a bu le café debout, assis. C'était quand même incroyable. Assez incroyable. Donc on n'a toujours pas cru d'ailleurs. Et toi, Manu, quelles sont les actions que tu as menées avant ADLF? Je sais que finalement vous étiez rencontrés dans ces manifestations. Qu'est-ce qui, toi aussi, t'a poussé à te dire le discours qu'on nous donne à la télé n'est peut-être pas la vérité? Alors déjà, parce qu'à la télé, on nous avait dit beaucoup de mensonges auparavant. Parce que tu peux revenir dessus, parce que, encore une fois, rappelons-le, il y a beaucoup de personnes qui ont totalement occulté cette période et qui redécouvrent avec vous ce qui s'était passé. Est-ce que tu peux revenir dessus? Il y en a beaucoup, mais alors les principaux, on peut citer par exemple le sang contaminé, on peut citer l'anticyclone qui protégeait du nuage de Tchernobyl, on peut citer Saddam Hussein qui avait des armes de destruction massive et qui finançait le terrorisme. Je veux dire, du mensonge d'État, ça date pas d'hier. Il y avait eu d'autres scandales, donc on a un ancien président, je ne donnerai pas son nom, il a fait un tour en prison récemment, qui est allé embaucher des caméramans à une agence d'intérim, qui était même pas caméraman, pour faire le buzz autour de lui, par exemple. Enfin, le mensonge, ça peut être du marketing, ça peut être plein de choses. Et le problème du mensonge, on rappellera, c'est qu'une fois qu'on nous a menti, le drame n'est pas le mensonge, c'est qu'on ne pourra plus jamais vous croire. Donc c'est peut-être ce qui s'est passé en 2020. Tu étais déjà échauffé pour ça. Il y avait une rupture de confiance, oui. Non, mais c'est important parce qu'il y a plein de gens qui sont de bons citoyens, qui remettent pas forcément en cause les règles de la vie en société, qui sont pas des grands délinquants et qui pourtant, durant cette période-là, je pense que nous en faisons tous les trois parties, on a eu une période de rupture par rapport aux règles qui nous étaient imposées. C'est pour ça que j'aime bien rappeler ça, parce que on va avoir des personnes qui vont nous voir durant cette émission, qui ne vous connaissent pas et qui probablement ne partagent pas non plus nos opinions. Et tant mieux, j'ai envie de dire. C'est justement ça, de pouvoir... Mais je trouve que c'est intéressant de revenir sur les raisons. Et je trouve qu'effectivement, ta position, elle est intéressante parce que, oui, une fois qu'on commence à te mentir, évidemment, tu ne peux plus prendre pour argent comptant le discours officiel, qui n'est d'ailleurs jamais contredit, sur plusieurs chaînes d'infos. Je pense qu'aujourd'hui, on le voit bien, CNews, c'est pas exactement la même chaîne d'information que BFM, que France Info. Et c'est aussi ça qui fait la démocratie, c'est de ne pas trouver le même programme télévisuel sur chacune des chaînes de diffusion d'informations. Et donc là, ici, c'est vrai que pendant la crise, on a remarqué que tout le monde était à peu près d'accord sur tout, quasiment. Donc c'est intéressant, je te laisse continuer, excuse-moi. Après, c'est simplement, j'aime l'histoire, à titre personnel. Et dans l'histoire, il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de choses. Alors, j'en citerai plein. Même Pearl Harbor, on peut se poser des questions. Le Lusitania, là, pendant la Première Guerre mondiale, on dit que c'est un navire civil. Bon, pas de peau, on est allé plonger, ils transportaient de l'armement. Enfin, toutes ces raisons qui conduisent à partir en guerre, comme d'habitude, elles sont pas toujours aussi innocentes que ça, quoi. Il y a des choses qui légitiment. Bon, je reviendrai. Et toi, c'est ce qui t'a conduit finalement à questionner et peut-être même à contester l'interdit, qui était de rester à la maison. Rappelez-vous, sauver des vies. Je prends pas pour argent comptant ce que me donnent comme information les médias. Pas toujours parce qu'ils sont de mauvaise foi, simplement parce qu'ils n'ont pas toujours les informations. Le pouvoir peut, lui, mentir sciemment, et le journaliste, lui, n'a pas toujours les outils pour contester ça. On l'a vu pour Tchernobyl, dans le premier temps, le journaliste, il connaissait rien en nucléaire, donc il prenait pour argent comptant. Les informations qu'on lui donnait. Et donc, moi, ce qui m'a amené à m'interroger dans le cadre de cette crise, bon, évidemment, quand on nous confine, c'est quoi l'histoire? Parce que on nous annonçait des gens qui allaient tomber dans la rue, reine mort, tout ça. Moi, autour de chez moi, il y avait rien. On me disait, oui, il y a
un hôpital où il y a déjà à l'époque, on nous parlait de tests positifs. Oui. Je veux dire, s'il y avait vraiment une épidémie dramatique avec des gens qui tombaient dans la rue, moi, je me serais enfermé tout seul. J'aurais pas eu besoin Oui, il n'y aurait pas eu besoin qu'on prenne un arrêté pour te contraindre. Et après, je suis allé sur des données toutes basiques, là, sur Internet, voir, mais il y a combien de morts par jour dans ce pays, par exemple? Et donc, Rappelle-toi, on nous dénombrait le nombre de morts à la télé, donc il n'y a même pas besoin d'aller les rechercher. Hein. et donc, par jour, il y a 1600 morts en France. Voilà. Donc après, on peut nous annoncer 100 morts de telle ou telle maladie. Quelle est la première cause de mortalité en France? Eh ben, c'est l'obésité. Enfin, voilà. Si on voulait vraiment s'attaquer à ça, on s'attaquerait par un autre moyen. Donc, bon, je me suis bien dit qu'il y avait une embrouille, hein, pour dire les choses concrètement. En tout cas, tu allais questionner, tu n'allais pas accepter pour aller prendre pour argent comptant ce qu'on te disait. Évidemment. C'est comme ça que tu t'es retrouvé donc dans la rue avec Jean-Paul à taper sur des casseroles pour manifester une sorte de mécontentement. Oui, parce qu'au début, on était tellement... On se disait, mais il y a un tel décalage, là, c'est une dystopie entre le récit et le concret, la réalité, que forcément, en parlant aux gens, mais tout de suite, ils vont percuter, quoi. Et alors, donc, on faisait des actions un peu kamikazes. Donc, pendant les confinements, on allait taper des casseroles dans la nuit, là, bon, avec les policiers qui nous couraient pas du tout après, hein, on va être honnête. Donc, c'est bien de souligner, voilà, oui, bah, moi, quand je portais pas le masque, je voyais les policiers qui changeaient de trottoir, forcément, ils voulaient pas le voir. Ils se disaient, c'est pas leur métier. C'est pas le métier de la police, comme et on remercie, hein, les agents et les forces de sécurité qu'on a d'ailleurs, pour certains, le plaisir d'accompagner au sein du cabinet, qui n'ont pas été très véhéments durant cette période à vouloir poursuivre les gens qui n'avaient pas les auto-attestations ou le masque. Donc merci à eux, parce que évidemment, ça aurait pu être l'enfer sur Terre, hein, si on avait eu en plus les forces de l'ordre qui avaient commencé à réprimer tous les citoyens qui ne partageaient pas toutes les positions du gouvernement. Mais au tout début, c'est toi que j'étais venu voir, David, parce que je suis quelqu'un d'assez conventionnel. Hein. Donc, je me suis dit, il y a une voie légale, la justice est indépendante. Bon, après, on en pense qu'on veut. De toute façon, pour moi, il s'agit pas de dissuader de telle ou telle voie, d'aller taper des casseroles, d'aller en justice, d'aller dans les médias, d'aller aux élections. Toutes les voies sont bonnes. Le tout, c'est essayer de transmettre un message. Pas vouloir imposer un message, pas vouloir convaincre, mais amener l'autre à se questionner. Voilà, ça c'est le En tout cas, tu as voulu, à un moment donné, et je me rappelle que tu as pris contact avec moi sur LinkedIn. Si vous n'êtes pas sur LinkedIn, rejoignez-nous. Tu m'avais écrit, effectivement, et j'avais remarqué que ta démarche, c'était justement d'user des voies légales à ta disposition. Tu avais été taper des casseroles dans la rue, bon, tu as vu que ça permettait d'agréger du monde autour d'une cause, mais peut-être qu'il fallait aller plus loin, et ça pouvait faire partie des actions à mettre en place. Et l'intérêt, c'est aussi qu'il y avait des personnes isolées qui se sentaient pas forcément dans cette conformité, qui voyaient qu'il y avait d'autres personnes comme elles qui se posaient des questions. On ne prétend pas détenir une vérité, simplement, on demande des éléments de réponse. Il y a des choses qui paraissaient tellement disproportionnées et compagnie qu'il y avait besoin d'une explication qu'on n'a pas forcément eu, mais c'est aussi là peut-être la réponse de ne pas avoir l'explication. Bien sûr. Et donc c'est comme ça qu'on en est venu à l'association de défense des libertés fondamentales. Ouais. C'est né comment cette idée de créer une association? L'idée est venue, à mon souvenir, vraiment de pouvoir non seulement faire des actions un peu spectaculaires. Alors on avait ensuite fait une liste aux élections départementales et à l'élection régionale, on avait fait des déambulations de masques blancs, et bien on se disait oui, il faudrait passer à aussi un autre niveau et déclarer officiellement que tout ça c'était un peu illégal, quoi. Donc à titre individuel, on n'avait pas les moyens de lancer des actions juridiques. Quand on est 200, 300, c'est pas un problème. Et donc, il y a l'association a lancé plusieurs recours. Au début, c'était évidemment pour soutenir les soignants suspendus. On va y venir après, hein, sur les actions, mais là, le pourquoi, hein, la DLF... Le pourquoi, c'était ça. Donc, de pouvoir agir... D'avoir un réceptacle pour recevoir éventuellement des fonds. De l'argent, oui. Chose, que tout seul, oui, c'est important d'agir. Et donc, après, on a lancé pas mal de choses. Oui, il y avait besoin d'un cadre, en fait. Hein. Vraiment un cadre légal, parce que être une dizaine, vingtaine, bon, c'est bien, on peut faire des caisses comme ça.
Quand on passe au-dessus, là, on a goûté à ça avec les caisses de participation qui, comme par hasard, on était censurés. Décidément, la censure était partout. Ou notre cagnotte, elle était interdite. Donc, il y avait besoin de passer d'un autre cadre qui est rassurant, qui fait qu'on suit des règles, parce que c'est important pour nos adhérents de savoir qu'on dépense pas n'importe comment les sous. J'ai une anecdote là-dessus. Non, mais c'est effectivement très intéressant. Restez bien jusqu'au bout de l'émission. Nous avons quelques révélations incroyables qui vous attendent. Donc, restez bien jusqu'au bout. Pensez à vous abonner, les amis. Alors, justement, l'intérêt d'une association, c'est aussi, on en avait parlé au départ, je me rappelle qu'on avait une dizaine de personnes sur Montpellier, puisque notre cabinet principal est à Montpellier. On a un cabinet secondaire à Paris, mais à l'époque, on était essentiellement à Montpellier. Et on avait une dizaine de personnes avec qui on essayait au mieux, en tout cas autant qu'on pouvait, d'aller contester les arrêtés qui nous imposaient, notamment le port du masque en extérieur, pas en intérieur, en extérieur. Et je me rappelle que c'était la croix et la bannière pour essayer de faire des dossiers. Pourquoi ? Déjà parce qu'il fallait justifier à chaque fois qu'on était impacté par le port du masque, évidemment. La deuxième chose, parce que pour certains, il y avait vraiment pas du tout de moyens financiers, donc on essayait de travailler avec le mécanisme de l'aide juridictionnelle. Et bien entendu, vous avez compris, si vous me suivez depuis plusieurs années, vous savez que notamment, j'ai arrêté de travailler avec l'aide juridictionnelle parce que j'attends toujours des décisions de 2021 pour savoir si on pourra contester le fameux arrêté qui a imposé le port du masque en extérieur. Donc je pense qu'à un moment donné, j'ai été un peu blacklisté, je sais pas, mais en tout cas, mes dossiers n'étaient jamais traités. Donc en 2025, j'ai encore des dossiers où je ne sais pas si je vais être désigné à l'aide juridictionnelle, mais surtout j'avais vraiment une sale pratique qui s'était mise en place, c'est qu'on me demandait constamment, en me déposant un courrier dans ma boîte palais. Donc la boîte palais, c'est quoi ? C'est une petite case qui m'est réservée au palais. En me demandant de fournir toute une série de justificatifs, donc il fallait fournir vraiment tout ce que vous aviez. Enfin, c'est presque qu'ils vous demandaient un scanner du fond de ce que vous pensez, effectivement. Et donc là, évidemment, j'avais plein de gens qui avaient plus du tout envie de participer à ça, parce qu'ils n'avaient pas envie de se mettre à nu, de mettre les relevés de compte. Et donc, on était rentré dans une sorte de situation où il fallait que je fournisse ces éléments-là. J'avais 3 jours pour le faire, sinon il fallait que je redépose. Et bien entendu, j'en prenais pas connaissance le vendredi quand il était déposé dans ma case. Parfois, j'arrivais au palais le mardi, parce que je passe pas tous les jours. Et donc, il était déjà trop tard. Donc, il fallait faire quoi ? Il fallait redéposer une demande. Et en fait, je me suis aperçu très rapidement que je passais plus de temps à déposer des demandes pour contester des actes administratifs que à contester des actes administratifs, qui est quand même mon métier à la base. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis dit, c'est quand même mal fait. Si vous arriviez illégalement sur le territoire français et que vous demandiez à contester une décision qui vous expulse, vous auriez quasiment de manière automatique une décision d'aide juridictionnelle. Je dis pas que ces personnes n'ont pas le droit d'être défendues, je trouve juste que c'est un peu dégueulasse d'expliquer notamment à des personnes qui travaillent ici, qui ont vécu toute leur vie ici et qui rentrent dans les conditions de l'aide juridictionnelle. Je trouve que c'est dégueulasse de dire qu'ils vont gaspiller de l'argent public parce qu'ils vont aller contester de telles décisions. Ce sont des remarques qu'on nous a faites. D'accord ? Donc pour ça, je le dis, mais rassurez-vous, chers Français, votre argent est dépensé dans l'aide juridictionnelle aussi pour ce type de litige. Donc voilà, commencez pas à vous offusquer parce que vous allez avoir 2-3 personnes qui, pendant la crise sanitaire, se sont dit on va peut-être contester les mesures qui sont en train de restreindre nos libertés fondamentales. Si vous le faites, ça veut dire que vous devez remettre en cause tout le système du mécanisme de l'aide juridictionnelle. Et je pense, en tout cas, moi je suis un fervent défenseur des libertés fondamentales, je pense que même quand une personne arrive illégalement sur le territoire français, oui, elle a le droit d'avoir un avocat. Mais ce droit ne doit pas conduire non plus à ce que d'autres personnes qui résident sur le territoire français n'aient pas la même reconnaissance. C'est là-dessus que je bataille. Donc l'avoir une association, c'est éviter tous ces entraves qu'on nous a mises entre les pattes. Je sais pas si Jean-Paul, vous étiez au courant de ça, des difficultés que j'avais eues avec l'aide juridictionnelle. Pas ces détails-là. Pas ces détails-là. J'avais su que c'était plus possible. Ah oui, j'avais pas compris le degré d'hypocrisie. D'hypocrisie, de réticence. C'est l'hypocrisie de demander 4 fois le dossier et surtout de le demander dans un temps impossible à tenir. C'est comme ça que administrativement on met les gens en difficulté. On voyait que l'objectif c'était de nous empêcher de les contester ou en tout cas de nous contraindre à le faire dans des conditions très dégradées, donc c'était pas du tout confortable. Ouais. Le fait de faire une association, ça répondait à plein de besoins. Ça permettait d'une part de ne pas être seul à porter une action, très important, parce que parfois on a plaidé avec Emmanuel devant le préfet de l'Hérault de l'époque.
Bon, on était deux, voilà, c'est pas évident de se retrouver devant toute l'administration de la préfecture qui se déplace en trombe, hein, le préfet en personne qui se déplace. Ils étaient nombreux, là, il y avait le banc et l'arrière-banc. Il y avait les médias aussi, hein, qui nous traitaient d'avocats anti-masques et de complotistes, hein, donc bon, c'était pas évident. Bon, évidemment, d'avoir une association, ça permet aussi d'avoir un soutien. La deuxième chose, on sort du mécanisme de l'aide juridictionnelle, les questions de pièces complémentaires, de dossiers à fournir, ça ne nous regarde plus, on n'est plus dépendant de ce système. La troisième chose, vous pouvez participer dans une association en mettant 2 euros, 10 euros, 100 euros. Il y a effectivement un compte bancaire qui arrive et qui, lui, va récupérer tout cet argent. Ce sont des adhésions, ce sont des dons, c'est beaucoup plus simple. Et effectivement, autre intérêt, on échappe à la question des cagnottes qui sont faites sur Litchi ou ces autres associations et qui parfois peuvent être problématiques. On l'a vu, hein, pour ceux qui suivent l'association ADLF depuis plusieurs années, on avait eu des difficultés avec Tipeee. Ça s'est arrangé, fort heureusement, mais on a eu quand même des difficultés où les sommes d'argent avaient été restituées à toutes les personnes qui avaient été donatrices parce que on remplissait pas toutes les conditions marquées en petites lignes. Donc ça, c'est vrai que c'est bien d'avoir pu créer cette association et d'avoir échappé à ces restrictions parce que ces mécanismes de récupération de sommes sont pas forcément faits pour permettre de contester une action en justice, pour contester des actes, surtout pendant la crise sanitaire où on sait que c'était très politique. Et puis le sixième avantage, quand vous êtes condamné à des frais irrépétibles, à payer les frais d'avocat de la partie adverse, bon, ce qui n'est pas le cas quand vous attaquez l'État, mais ça peut arriver, bah, c'est pas vous individuellement qui êtes condamné, c'est l'association. Donc il y a forcément plus de moyens qu'un particulier lorsqu'il se prend 500 euros, 1000 euros, 1500 euros. Donc évidemment, c'est quand même beaucoup plus simple. On prend moins de risques personnellement. Et puis, autre intérêt, juridiquement, l'intérêt à agir. Beaucoup plus facile à démontrer. Vous pouvez être une association qui est fixée à Paris, attaquer un arrêté qui est à Montpellier, à Nice, on l'a fait à Bordeaux ou n'importe où en France. À partir du moment où ça rentre dans votre objet social, c'est quoi votre objet? C'est la défense des libertés fondamentales. Il y a une liberté qui est en jeu, vous pouvez agir. C'est quand même beaucoup plus simple. Quand on était sur le port du masque en extérieur, il fallait quand même démontrer que le arrêté que vous contestiez, il concernait l'endroit où vous résidiez. En tout cas, un endroit où vous alliez pouvoir vous déplacer. Donc, c'était pas aussi simple que ce que l'on pense. Donc, tous ces mécanismes, toutes ces raisons nous ont poussé à créer l'association ADLF.